augmenter énormément la portance du flotteur. Ensuite, le flotteur se constitue d'une plume de pan et l'antenne du flotteur est en fait la plume de pan, tout simplement colorée dans une couleur bien voyante. À la base du flotteur, il y a une petite attache à vis qui va porter des rondelles. Alors ici, j'ai déjà retiré une partie de ces rondelles de manière à ce que mon flotteur porte environ 4 grammes pour celui-ci. Donc c'est un flotteur de 10 grammes qui va porter 4 grammes sur la ligne. J'ai également prévu un autre flotteur exactement sur le même type qui lui portera une masse de plomb un petit peu plus légère. J'ai enlevé des rondelles de manière à ce que le flotteur supporte environ 2 grammes, 2 grammes 50. Et enfin, je vais utiliser pour la pêche de gardon à passer un flotteur de type pan droit tout à fait simple, d'une portance générale de 5 grammes sur lequel il y aura environ 0,40 g à 0,50 g de plomb. Et sur ce flotteur, en fait, j'ai adapté une antenne creuse qui permet en fait d'améliorer la visibilité sans pour autant augmenter la portance, ce qui fait qu'il reste très sensible. Pour relier les flotteurs sur la ligne, j'utilise deux types d'attaches. Pour le pan droit, je vais utiliser une attache relativement simple avec deux gaines de silicone qui viennent chevaucher des petits étriers en plastique qui permettront de bloquer le flotteur sur la ligne. Et pour les flotteurs plus porteurs, je vais utiliser le même type d'attache, sauf que celle-ci est pourvue d'une petite tétine à la base, ce qui va me permettre d'immobiliser de manière plus fiable le flotteur sur la ligne. Donc dans le détail, comment ça se passe? Donc je prends mon corps de ligne, donc bien évidemment j'ai passé le fil dans les anneaux de la canne au préalable. Je vais passer deux gaines en silicone de manière à pouvoir monter mon flotteur. Je vais ensuite venir placer la première gaine. Et en fait, je vais faire ce que l'on appelle une demi-clé, c'est-à-dire un demi-tour à mon fil pour venir coiffer la petite tétine. Et ensuite, je vais venir rebloquer l'ensemble. Donc, par ce principe, le flotteur est complètement immobilisé sur la ligne et ne bouge absolument pas. Si je veux changer la profondeur de pêche, je vais retirer l'une des deux gaines. Je vais même retirer les deux gaines, défaire le petit tour que j'ai fait, remonter mon flotteur ou le descendre au besoin, et ensuite je vais recommencer exactement la même opération. Une demi-clé, et on vient rebloquer ensuite au final. Donc maintenant on va passer à la mise en place des plombs. Alors de manière générale à l'anglaise, j'essaye d'utiliser le moins de plomb possible sur la ligne, parce que plus il y a de plomb, plus on risque de s'en mêler. Donc j'essaye toujours de faire des montages les plus simples possibles. Donc pour cette ligne de 10 grammes, je vais utiliser comme plomberie principale des plombs triple A ou 2,0 qui représentent chacun 0,70 g à 0,80 g. Donc je mets le plomb en place sur la ligne, je maintiens le fil tendu entre deux doigts et ensuite je viens tout simplement le serrer à l'aide d'une pince. Alors les plombs pour la pêche à l'anglaise sont très mous, donc il n'est pas nécessaire de les serrer très fort. L'avantage, c'est qu'on peut les déplacer sur le fil de manière très facile. Donc je vais placer 4 plombs triple A. Donc ces plombs constituent juste la plombée principale qui va permettre la mise en place de la ligne. Et ensuite, j'utiliserai des plombs de taille un petit peu plus petite pour constituer en fait la partie véritablement pêchante. Donc des plombs qui seront pour la plupart des plombs numéro 3 et des plombs numéro 6. Donc j'ai placé mes 4 plombs principaux sur la ligne. Donc ces 4 plombs triple A placés sur la ligne vont représenter environ 3 grammes. Et je vais rajouter 2 plombs numéro 3. Donc ces 2 plombs numéro 3, en fait, je vais les utiliser pour faire descendre un petit peu la ligne près du fond. Et à ce stade, je vais aller au bord de l'eau pour regarder à quel niveau mon flotteur est équilibré. Et je rajouterai ou j'enlèverai, je rajouterai la quantité de plomb nécessaire pour que l'équilibrage soit parfait.
Et maintenant, je vais accrocher cet émerillon rolling sur le corps de ligne. Donc pour accorder le corps de ligne à l'émerillon, je vais utiliser le nœud Palomar, donc qui est un nœud qui est assez peu utilisé par les pêcheurs au cou, mais qui pourtant a l'avantage d'être extrêmement solide. Donc pour constituer ce nœud, on passe le corps de ligne dans l'œillet de l'émerillon. On crée une boucle sur le corps de ligne et on vient repasser une deuxième fois l'œillet de l'émerillon sur l'extrémité du corps de ligne. Donc une fois qu'on a passé le fil à 2 reprises dans le corps de ligne, donc en fait l'émerillon est enfilé sur une boucle, on va faire un nœud tout simple en croisant et en refaisant passer la boucle exactement comme un premier nœud de chaussure. On va serrer légèrement et on va ensuite repasser l'émerillon à l'intérieur de la boucle, comme ceci. Et ensuite, en serrant, la boucle va se résorber et le nœud est terminé. Le gros avantage de ce nœud, dit nœud Palomar, c'est qu'en fait, votre émerillon est fixé sur une boucle, donc vous avez 2 passages de fil à l'intérieur de l'œillet de l'émerillon. On coupe bien évidemment à la fin du nœud l'excédent de fil. Donc ensuite on va monter le bas de ligne. Donc pour cette ligne qui sera une des lignes les plus lourdes, je vais monter un bas de ligne en 12 centièmes avec un hameçon numéro 16. Alors j'utilise des bas de ligne que j'ai déjà montés. Ces bas de ligne mesurent entre 35 et 40 cm. Notre ligne est maintenant terminée, les plombs sont en place, l'émerillon est monté. Il ne nous reste plus qu'à monter le bas de ligne. Donc pour la pêche à l'anglaise, j'utilise classiquement des bas de ligne de 35, 40, voire plus, 40 cm de longueur, pardon, voire plus. Ici en l'occurrence, c'est un bas de ligne de 35 cm en 10 centièmes sur lequel j'ai monté un hameçon spécialement conçu pour la pêche à l'anglaise. En l'occurrence, c'est un numéro 7038 VMC, numéro 16. L'avantage de ces hameçons, c'est qu'ils ont une courbure très très large, ce qui permet d'écher facilement 2 asticots, un ver de terreau et un asticot, voire un grain de maïs. Et ils sont pourtant d'un fer relativement fin, donc ce qui permet quand même d'être relativement facile à avaler pour les poissons. Donc pour monter cet hameçon, j'utilise simplement un système boucle dans boucle. Donc je passe l'hameçon dans l'émerillon, comme ceci. Voilà. Je passe l'hameçon dans l'émerillon et ensuite je viens simplement passer l'hameçon dans la boucle que j'ai créée à l'autre extrémité du bas de ligne. Hop. On tire et donc le nœud coulant vient se refermer sur l'émerillon et ça y est, la ligne est terminée. L'hameçon, le bas de ligne, l'émerillon et la plombe. Donc voilà, donc cette première ligne est montée. Donc en résumé, un flotteur de 10 grammes monté sur un corps de ligne en 15 centièmes, relié sur le corps de ligne par un système de fixation rapide, une masse de plomb principale, un émerillon de type rolling double, un bas de ligne en 10 centièmes et un hameçon de 16. On va donc passer au montage de la seconde ligne. Donc ici le corps de ligne c'est un 12 centièmes. Je vais passer le corps de ligne dans les 2 gaines silicone de l'attache. Donc la première ici, la seconde bien évidemment faire attention à la monter dans l'autre sens de manière à ce qu'elle se fasse face. Et je vais venir ensuite installer le flotteur fixé sur l'embase en coiffant l'étrier plastique par les 2 gaines en silicone. Donc ici, je pense que la ligne va porter environ 0,40 g, 0,50 g. Donc je vais utiliser des plombs beaucoup plus petits que tout à l'heure. Je vais commencer par un plomb numéro 1. Donc toujours selon le même principe, utiliser le moins de plomb possible sur une ligne de pêche à l'anglaise, ça permet de limiter les emmêlements
C'est quand même extrêmement pratique, surtout quand on débute. Donc un gros plomb numéro 1 dans un premier temps. Et ensuite, je vais ajouter 2 plombs numéro 4. Donc ici, j'utilise des plombs à la base destinés pour la pêche au cou, donc ils sont un petit peu plus durs que les plombs de pêche à l'anglaise. Donc il faut faire attention de bien les serrer de manière à ce qu'ils ne s'en aillent pas du fil en cours de pêche. Le deuxième plomb numéro 4. Et comme cette ligne sera destinée à pêcher les gardons à passer, je vais quand même ici mettre des plombs de touche. Et souvent sur la pêche à l'anglaise, sur des lignes légères comme ça, je préfère utiliser des tout petits plombs, quitte à en mettre 2 ou 3. Et là, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 plombs numéro 8 pour parfaire l'équilibrage du flotteur. Le deuxième plomb numéro 8 est en place. On peut maintenant aller vérifier dans la rivière si le flotteur est bien équilibré. Donc le flotteur est équilibré de manière à ce qu'il dépasse environ 1 cm, 1 cm et demi d'antenne hors de l'eau. Je vais maintenant finaliser le montage en montant les mérillons, exactement comme je l'ai fait tout à l'heure pour la ligne la plus lourde. Donc toujours un micro-rolling double. Et donc, toujours à mon habitude, je fais pour relier les mérillons sur le corps de ligne un nœud palomar. Donc une boucle que l'on enfile dans l'œillet de l'émerillon, comme ceci. Ensuite, on fait un nœud très simple, en croisant et en repassant la boucle à l'intérieur. On serre un petit peu, et une fois que c'est légèrement serré, on vient coiffer les mérillons sur passer les mérillons à l'intérieur de la boucle et on tire. L'avantage de ce nœud, je le répète, c'est qu'en fait on crée un double passage du corps de ligne dans l'œillet de l'émerillon, ce qui fait que c'est un nœud beaucoup plus solide. On coupe l'excédent de fil et l'émerillon est monté. Alors comme tout à l'heure, pour finaliser la ligne, je vais mettre en place un émerillon rolling double. Donc je crée une boucle que je passe dans l'œillet de l'émerillon. Donc un double fil passe à l'intérieur de l'émerillon. Donc ensuite, je croise, j'effectue un nœud simple avec le double brin de fil. Je viens ensuite passer l'émerillon dans la boucle. Et il ne reste plus qu'à serrer. Et le nœud est terminé. On coupe ensuite l'excédent de fil qui dépassait du nœud. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à monter le bas de ligne. Donc pour cette ligne qui va servir pour pêcher à passer plutôt les gardons et les petits poissons, je vais utiliser un bas de ligne beaucoup plus court que tout à l'heure, en l'occurrence ici un bas de ligne d'une vingtaine de centimètres, monté en 8 centièmes avec un hameçon numéro 20, de la même série que les hameçons que je vous ai décrits précédemment. Donc des hameçons spécialement conçus pour la pêche à l'anglaise avec une courbure très large qui permet de pêcher facilement ici sur un numéro 20 avec un pinky de verre de vase ou un gozer un verre de vase sans aucun problème. Donc on passe l'hameçon dans la boucle de l'émerillon. On vient ensuite le passer dans la boucle à l'extrémité du bas de ligne. Hop. Et il ne reste plus qu'à serrer. Donc voilà, notre ligne est terminée. Donc je vous rappelle, un flotteur pont droit de 5 grammes, relié sur le corps de ligne en 12,5 par un système à double bague, la plombée, les mérillons, un bas de ligne de 20 cm et la meçon. Nous avons vu précédemment tout ce qui concerne la préparation du coup et la préparation des lignes. Donc le sondage,
qui était en premier lieu réalisé par Grégory, et ensuite il vous a expliqué les choix de ces flotteurs par rapport au parcours et par rapport aux conditions météorologiques. Une fois que ceci était fait, eh bien, nous avons commencé à nous installer, à placer le matériel, et arrive la seconde phase qui est la pêche en elle-même. Et la pêche en elle-même, c'est tout d'abord le choix des appâts, le choix de l'amorce, puis ensuite l'action de pêche proprement dite. Lorsque vous achetez des appâts chez votre fournisseur habituel, les asticots, ils sont présentés dans de la sciure. Nous allons, dans un premier temps, éliminer cette sciure qui permet de les sécher et d'enlever un petit peu tout le gras qui les recouvre. Voilà la première opération, nous avons retiré la sciure. Seconde opération, ça va être de séparer les asticots morts des asticots vivants. On renouvellera l'opération 2 ou 3 fois si c'est nécessaire. Voilà le premier passage. Nous allons procéder de la même manière une seconde fois pour retirer encore les peaux mortes. Voilà, nos asticots sont prêts pour la partie pêche. Ils vont servir à être échés à l'hameçon, et puis éventuellement, suivant la pêche aussi, on va peut-être les coller pour les lancer à la fronde. Les asticots, c'est fait. Les pinkies, je vais faire la même opération, et Grégory va vous expliquer comment dégraisser, comment sécher plus exactement le fouillis de vers de vase. Alors Daniel vous a présenté les asticots, les pinkies. Donc l'autrèche qu'on utilise pour la pêche au cou, c'est le ver de vase, et son pendant que l'on met dans l'amorce, le fouillis de ver de vase. Alors dans nos régions, c'est assez difficile de s'en procurer, on est obligé généralement de l'acheter à moins d'aller le tirer soi-même. Donc ici, pour cette partie de pêche, je vais utiliser du fouillis que j'ai acheté frais, qui me reste d'un concours et que en fait j'ai mis congelé. Donc le fouillis, quand je l'utilise frais, je le décolle avec de la terre de Somme. Et donc ici, congelé, il a tendance à se réagglomérer un petit peu. Donc je vais rajouter de la terre de Somme sèche par-dessus pour pouvoir bien le décoller. Donc on met de la terre de Somme et en fait on essaye de séparer les larves les unes des autres de manière à ce qu'on puisse ensuite les répartir de manière homogène dans l'amorce. Donc l'avantage du fouillis congelé, en particulier les pêches de rivière, c'est qu'il a tendance à moins sortir des boules d'amorce. Donc il a tendance à plus maintenir le poisson sur le cou. Et comme il est immobile sur le fond, c'est aussi un moyen de sélectionner les beaux poissons, et en particulier les brèmes qui se nourrissent presque exclusivement sur le fond. Donc là ça se décolle pas très bien, hein, c'est du fouillis congelé, donc c'est normal, ça se décolle de manière assez difficile. Mais bon, là les plus gros agglomérats de larves se sont séparés. Je terminerai ensuite de bien le dissocier dans l'amorce lorsque je l'ajouterai au moment de l'amorçage. Alors maintenant on va passer au ver de vase. Alors les vers de vase sont généralement livrés dans de la tourbe ou alors dans un substrat quelconque. Alors il convient quand même, pour les conserver longtemps, de les retirer de ce substrat qui conserve certes l'humidité mais qui a tendance à faire pourrir les larves. Pour cela, il y a un moyen très simple. On prend son journal de larves, on retire un maximum les particules de tourbe, et ensuite on va placer les larves dans de l'eau sur une grille. Donc voilà, on a placé les larves sur une grille, et en fait cette opération va nous permettre d'effectuer le tri des larves. Donc les larves vivantes vont avoir tendance à vouloir rejoindre le fond du bac, donc elles vont passer au travers de la grille, et les larves mortes et les débris vont rester à la surface. Donc on va laisser ça reposer quelques minutes, le temps de finir de s'installer, et ensuite on récupérera les larves qui seront passées au travers du tank. Alors pour cette partie de pêche, eh bien, on a deux possibilités, soit plutôt orienter notre pêche sur des brèmes, soit plutôt rechercher des gardons. Alors aujourd'hui, compte tenu des conditions avec la rivière haute, le courant assez fort, on risque d'avoir pas mal de mal à contrôler la ligne, en particulier à l'anglaise. Donc pour ma part, je vais plutôt m'attacher à une pêche de gardon. Donc pour préparer mon coup, je vais utiliser des amorces du commerce. Donc je vais utiliser 2 kg d'amorces pour pêcher les gardons, ainsi que 2 kg d'amorces
spécifiquement prévue pour la rivière, donc qui sera suffisamment lourde et suffisamment collante pour bien attirer l'amorce et bien véhiculer les éches sur le fond, que je vais additionner de chènevis grillé moulu. Donc ce chènevis grillé moulu, je le prépare moi-même en fait à partir de graines de chènevis que je fais torréfier à la poêle et que je moue par la suite. J'essaye toujours de le faire le plus frais possible parce que son odeur est quand même extrêmement intéressante pour pêcher les gardons. Et il a l'autre intérêt de faire travailler l'amorce sur le fond. L'autre possibilité sur ce parcours, c'est d'utiliser une amorce plutôt destinée pour la pêche de la brème. Donc pour cela, on va utiliser une amorce spécifiquement dédiée à la pêche de la brème, que l'on va additionner d'une amorce pour pêcher au fond, donc qui elle est lourde et collante. Et donc on va terminer en rajoutant un liant de couleur jaune qui va permettre de créer un nuage sur le fond très attractif pour les brèmes. Donc comme je vous le disais, pour aujourd'hui dans ces conditions, je vais plutôt utiliser une amorce destinée à la pêche des gardons. Donc j'ai mouillé au total 4 kg d'amorce, ce qui est plus que suffisant pour les 4 ou 5 heures de pêche que l'on va pratiquer avec Daniel. Donc 2 kg d'amorce de rivière. Donc toutes ces amorces sont des amorces avec des granulométries assez fines, qui sentent très bon, en particulier la coriandre. Aussi bien l'amorce de rivière que l'amorce à gardon ont ce parfum coriandre, qui est très apprécié des gardons. Et je vais donc terminer en rajoutant l'équivalent à peu près de 150 g de chènevis moulu grillé. Donc très important, toujours bien brasser ces farines à sec, de manière à ce que, ensuite, que le mélange soit homogène dès le départ, pour qu'il soit ensuite parfaitement homogène lorsqu'il sera mouillé. Et ensuite, donc, on va passer à l'étape de mouillage. Donc il est important de mouiller les amorces assez progressivement, leur laisser le temps de gonfler, quitte à les tamiser à plusieurs reprises, 2 ou 3 fois si besoin est. Donc on ajoute de l'eau progressivement et on mélange bien l'ensemble de manière à avoir une pâte bien homogène. Quand on mouille une amorce, toujours très intéressant d'avoir des récipients de grande contenance, même si on mouille des quantités qui sont au final assez faibles, de manière à avoir un mélange qui soit bien homogène. Alors comme on peut le voir, le mélange s'est assombri lorsque j'ai commencé à le mouiller. Donc là il reste encore très sec, très peu collant. Et j'ai déjà beaucoup de grumeaux à l'intérieur de mon amorce, dû au mouillage, et en particulier dû à l'amorce de rivière qui colle énormément, donc qui s'agglomère beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais procéder à un premier tamisage pour enlever ces grumeaux, et ensuite je vais continuer à mouiller mon amorce. Donc on va procéder au tamisage de l'amorce. Donc ici pour cette pêche en rivière, je vais utiliser un tamis à grosse maille, puisque de toute façon c'est quand je m'adresse à des poissons qui sont de relativement belle taille, donc j'ai pas besoin d'avoir une amorce très fine. Donc l'amorce en fait est sèche à ce moment, enfin, ou en tout cas très peu mouillée. Du coup elle va passer très bien en travers des mailles du tamis. Donc quand vous tamisez votre amorce, moi je vous conseillerais toujours de la tamiser en petite quantité à chaque fois. Si vous en mettez beaucoup à l'intérieur du tamis, déjà vous allez avoir beaucoup de mal à la faire passer dans un premier temps. Et en plus de ça, vous allez en perdre pas mal qui vont sortir du tamis, tomber à côté du seau. Et vous risquez aussi de faire passer des grumeaux à l'intérieur de votre seau qui passerait sur le côté du tamis. Donc mieux vaut prendre son temps, prendre le temps de bien tamiser chacune des particules. Voilà, donc là j'ai terminé de tamiser pour la première fois cette amorce. Donc je la remets dans la bassine. Donc là on voit bien que les grumeaux ont complètement disparu. Et maintenant je vais pouvoir continuer à mouiller le mélange jusqu'à ce qu'il ait la consistance qui m'intéresse. Donc plus vous avancez dans le mouillage de votre amorce, plus il faut ajouter de l'eau avec parcimonie, sous peine de voir votre amorce surmouillée. Et auquel cas, surtout en rivière, si vous pêchez avec une amorce surmouillée, elle va partir dans le courant, vous n'allez jamais pouvoir pêcher sur votre coup. Donc on essaye de brasser le plus énergiquement possible pour bien imprégner toutes les particules. Donc là on voit qu'on commence à pouvoir faire une boule, mais cette boule elle est quand même très peu collante, elle se défait vraiment très facilement, ce qui témoigne de la sécheresse de l'amorce. Donc voilà, le niveau d'humidité de mon amorce commence à me convenir plus, donc on fait une boule qui est assez caoutchouteuse, qui tient assez bien finalement. Donc maintenant je vais tamiser l'amorce une deuxième fois
Et ensuite, je vais lui laisser le temps, je vais la laisser reposer un petit peu pour qu'elle gonfle. Parce que comme c'est des produits à base de chapelure, etc., c'est des produits qui boivent énormément d'eau. Donc du coup, on va la laisser gonfler et on recorrigera la mouille une dernière fois si besoin. Donc là, on voit que le mouillage est déjà un petit peu plus avancé. On a plus de mal à faire passer les grumeaux d'amorce en travers des mailles du tamis. C'est là qu'il est important de tamiser en petite quantité. Parce que si vous me remplissez le tamis et que vous essayez de tamiser par-dessus, au final, vous vous en sortez jamais. Donc voilà, notre amorce a été tamisée pour la deuxième fois. Je vais maintenant la remettre dans la bassine, brasser une dernière fois et attendre qu'elle gonfle. Voilà, maintenant on va la laisser reposer quelques minutes, le temps de s'installer. Et ensuite, on viendra vérifier que l'amorce est bien mouillée comme on l'attend. Et on rajoutera de l'eau si besoin. Donc ça y est, nos deux amorces sont prêtes à l'emploi. Donc la première, mélange d'amorce de rivière et mélange d'amorce de gardon. Donc qui a une couleur très sombre, plutôt donc destinée aux gardons, qui sont les proies des prédateurs, donc ça leur permet en fait de bien rester sur l'amorce. Et à l'inverse, une amorce destinée à la pêche de la brème, donc une amorce beaucoup plus claire, jaune, qui sera traçante sur le fond. Donc nos deux amorces sont prêtes, il ne nous reste plus qu'à incorporer les èches à l'intérieur. Donc on va mettre des pinkies d'une part, un petit peu de fouillis congelé. Donc on le sépare le mieux possible dans l'amorce humide. Hop. Donc voilà pour celle-ci, une petite poignée de fouillis congelé et une grosse poignée de tout. Et voilà, c'est terminé, il ne nous reste plus qu'à aller amorcer. Alors pour l'amorçage, on met sa ligne en place, on prend un point de repère sur la berge opposée et surtout ce qui est extrêmement important en rivière, si on veut pouvoir pêcher bien sur son cou et surtout bien contrôler sa ligne sur son cou, c'est d'amorcer très franchement à l'aval. Donc ici je vais amorcer à peu près 4 à 5 mètres en aval de mon panier. Plaquette.